Bonsoir. Merci d'être très nombreux ce soir parmi nous à cette soirée exceptionnelle puisque elle coïncide, je dirais qu'elle coïncide à peu près avec deux événements majeurs pour nous, et on a eu l'habitude donc de fêter ici à l'Institut du monde arabe, à savoir la Journée internationale de la femme et le Printemps des poètes. On a anticipé donc la date de la manifestation le Printemps des poètes qu'on a l'habitude évidemment annuellement de célébrer en choisissant nous-mêmes le thème ou bien en s'accordant avec le thème établi par le Printemps des poètes qui est notre partenaire. Et donc on est heureux ce soir d'accueillir à cette occasion des poétesses du monde arabe. On n'a pas évidemment essayé de respecter la représentativité du monde arabe, mais ce sont des voix qui comptent et qui se situent au-delà de leurs propres frontières, bien que les poétesses syriennes sont travaillées par ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays qui nous est cher et auquel on a consacré une manifestation très importante le 24 février dernier, avec évidemment de nombreuses séquences et qui était vraiment une soirée très réussie. Donc je vous remercie d'être parmi nous et je remercie également le président Jack Lang qui est parmi nous ce soir à cette séance. Et on va écouter donc une parole qui va se déployer sous différentes formes. Je ne vais pas évidemment rentrer dans la définition ou dans la présentation de chaque poétesse, mais je laisserai le soin à Rania Samara ainsi qu'à Lionel Rey pour nous les présenter et pour nous parler de la poésie et du dire poétique arabe d'aujourd'hui. C'est à l'occasion donc également de la parution d'un livre que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, Voix de femmes, publié par les éditions Turquoise, qui rassemble donc ces voix ainsi que d'autres voix non présentes ce soir. Voilà, je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Rania Samara. Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord, c'est surtout pour l'anthologie qui a paru sur 343 poètes du monde, l'anthologie Voix de femmes, édition Turquoise, dont le maître d'œuvre était l'éditeur Eran Tergout et monsieur Lionel Rey, qui a supervisé, sélectionné, corrigé tous les textes. En plus, cette anthologie, il y a des photos aussi faites par des femmes que vous venez de voir défiler. Je voudrais vous dire quelques mots de la poésie arabe à travers les temps, avant de présenter les poètes. Mais auparavant, monsieur Lionel Rey va nous faire un petit topo sur son travail, sur son projet. Lionel Rey est un poète français reconnu partout. Il a reçu des prix. Il est le président de la Société Mallarmé. Il a eu le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Il a fait le livre Poète de toujours de Rimbaud et d'Aragon. Et son œuvre est traduite dans une vingtaine de langues et elle est publiée
en majorité chez Gallimard. Je lui donne la parole pour parler un peu de cette belle anthologie que vous avez sur la table et que nous pourrons vous présenter. Oui, cette anthologie, elle correspond à une gageure de la part de l'éditeur. Ça n'a jamais été fait en France. Il y a eu, certes, des anthologies concernant tel ou tel autre pays, mais jamais du monde entier, et qui concernerait donc que les femmes du monde entier, depuis Sappho jusqu'à nos jours. Donc plus de 2 millénaires de poésie mondiale. Il a fallu bien sûr faire un choix, et comme tous les choix, et cela se présente pour toute anthologie quelle qu'elle soit, le choix est arbitraire. Enfin arbitraire dans une certaine mesure. Cela répond au goût du moment, si l'on veut, mais aussi au fait que j'ai choisi, et avec parfois Eran Turgut, bien sûr, l'éditeur, et d'autres personnes, nous avons choisi parmi les textes qui étaient déjà publiés en France. Ça a été donc notre première source de choix et pour cette publication. On a eu recours, par exemple, à la revue Action Poétique, qui a duré plus de 60 ans et qui était très largement ouverte sur le monde entier et qui faisait un accueil très, très large à la poésie des femmes. Cette poésie des femmes qui était souvent négligée au niveau des anthologies françaises, jusque certaines qui sont encore assez récentes. Sur 10 poètes choisis, il y a une seule femme. Dans les 10 ou 20 dernières années, heureusement, cette répartition commence à changer grâce aux efforts, par exemple, de Jean Rizet, expert en anthologie, au Cherche-Midi éditeur, par exemple, ou grâce à Henri Deluy, qui dirigeait cette revue Action Poétique, et grâce à quelques autres, à Yves Dimano également, qui dirige chez Flammarion une belle collection, où les femmes sont assez souvent présentes. Mais cette présence n'est pas à égalité avec celle des hommes, c'est ainsi. Ce n'est pas toujours réussi à ce niveau. Donc cela justifie que l'on fasse encore des anthologies de femmes, de poètes femmes. Il y avait eu une petite discussion entre l'éditeur, Eran Turgut et moi, à propos de l'appellation de l'anthologie. Devait-on l'appeler poésie féminine ou autrement? Je n'étais pas d'accord avec cette expression de poésie féminine. Il n'y a pas, à mon avis, et c'est ce que j'explique dans l'introduction de cette anthologie, il n'y a pas de différence marquante entre la poésie d'une femme et la poésie d'un homme. Même si parfois, bien sûr, il y a des sujets qui sont spécifiquement féminins, plus que d'autres. Mais ce n'est pas la question du sujet qui compte, finalement, dans la poésie. Il y a des discours pour ça. Il y a des bulletins politiques en ce qui concerne la poésie militante. Ce qui compte plus que les sujets, que les thèmes, c'est la manière dont ils sont traités. Eh bien, au niveau de la manière, aucune différence n'est perceptible vraiment entre la poésie dite masculine et la poésie dite féminine. Donc, ce que je dis dans cette introduction, en m'appuyant bien sûr sur des positions de poètes actuels, ce que je dis, c'est que il y a il n'y a pas de poésie féminine, mais il y a des femmes qui écrivent de la poésie. Et il y en a de plus en plus, et elles ont une visibilité de plus en plus grande, ce qui est une bonne chose.
Donc il a fallu choisir entre des milliers de textes qui me sont passés entre les mains pour retenir 343 poètes de Sappho à nos jours, 477 poèmes de 162 pays et peuples. Eran Turgut tenait particulièrement à ce que les peuples et les langues minoritaires surtout soient représentés. Dans le domaine français, par exemple, nous n'avons pas négligé ce qui s'écrit dans d'autres langues que la langue française, mais qui relève quand même du territoire français, c'est-à-dire le breton, par exemple, ou le corse. Donc il y a une représentation de langues minoritaires. Il y en a beaucoup en Fédération de Russie, par exemple, et dans bien d'autres parties du monde. Bon, voilà donc pour les choix. Alors il n'y a pas que la poésie arabe, bien entendu, bien qu'elle nous intéresse au premier chef, surtout aujourd'hui. Il y a des poètes de tout premier ordre en dehors des pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Il y a les États-Unis, il y a la Russie. Bon, il y a les poètes de l'Europe du Nord. Il y a les poètes de langue espagnole, l'Amérique latine en particulier, et d'immenses poètes là. Pour n'en citer que quelques-uns, du côté russe, Akhmatova, par exemple, ou Tsvetaeva. Bon. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et bon, du côté américain, Sylvia Plath, par exemple, poète qui a beaucoup vécu en Angleterre, mais qui était originaire des États-Unis et qui, malheureusement, s'est suicidé à 30 ans. On se suicide beaucoup du côté des poètes, mais peut-être pas plus que dans d'autres catégories de la population. Mais il y a beaucoup de suicides du côté des femmes, comme aussi du côté des poètes hommes. Ce n'est pas là-dessus qu'on trouvera une différence entre les uns et les unes et les autres. Bon. Je vais vous lire quand même, avant qu'on entende quelques-unes des poètes de langue arabe, ou de pays arabes en tout cas, originaires de pays arabes. Je vous lis par exemple une poète suisse qui est morte tout récemment, qui s'appelle Anne Perrier. Je l'avais découverte très tardivement d'ailleurs, et peu de temps avant sa disparition, à cause d'un petit livre publié aux éditions Gallimard, c'était un choix réuni par Guy Goffet, le poète Guy Goffet, de 20 poètes pour saluer l'année 2000. Et Anne Perrier avait donné donc ces poèmes-là. Toute la vie quotidienne est là. Un visage sous les persiennes qui se rabat. Le doux soleil s'en va mourir, la tête en bas. Et le jour se débat comme une fine abeille entre deux doigts. Ô désirable éternité, dans la rose d'une heure, dans les yeux qui passent, dans la voix qui luit, dans la beauté des jours qui coulent vers la mer, je te bois comme un vin. Anne Perrier. Annie Scholz, poète du Luxembourg, toujours bien vivante, elle est née en 1928, c'est certainement la plus grande poétesse du Luxembourg depuis plus d'un demi-siècle. Béni soit le serpent. Voilà un extrait d'un livre, il y a une belle édition au Luxembourg, c'est les éditions Phi,
avec une magnifique collection de poésie, dans laquelle d'ailleurs j'ai préfacé une poète syrienne qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'est Maram al-Masri. Bon, Anis Koltz, béni soit le serpent. Je vais, je viens, je sors du temps. Mon poids alourdit l'univers. Je n'ai d'autre patrie que mon corps périssable. Derrière les barbelés de la société, j'espionne le monde. J'emprunte d'autres noms, je les essaie comme des vêtements. J'échange mon ombre, je me construis un visage différent. Mais trait par trait, je me ressemble à nouveau. Je vendrais mon âme au diable si j'en avais une. Tous les endroits que je visite existent dans ma mémoire. J'y retourne depuis toujours. Comme mes ancêtres, j'y cherche l'eau au puits, une cruche sur la tête. Bon, voilà, donc pour Anis Koltz, il y a un petit peu plus de texte dans l'anthologie de cette grande poète. Ah oui, faut-il dire poète? Faut-il dire poétesse? C'est la querelle continue, je crois. Bon, je préfère, enfin, en tout cas, les dames qui écrivent de la poésie préfèrent qu'on dise poète. Et souvent, elles le disent avec beaucoup d'insistance. Oui, pas seulement les Québécoises, donc, mais aussi les Françaises et aussi d'autres pays. Bon. Je vous lis de Sylvia Plath, justement, qui est née, elle, en 1932 et morte trop vite, en 1963. Un extrait de Arbre d'hiver qui est paru aux éditions Gallimard. Lac noir, barque noire, deux silhouettes de papier découpées noires. Jusqu'où s'étendent les arbres noirs qui s'abreuvent ici? Leurs ombres doivent couvrir le Canada. Une petite lumière filtre des fleurs aquatiques. Leurs feuilles ne souhaitent pas que nous nous dépêchions. Elles sont rondes et plates et pleines d'obscurs conseils. Des mondes glacés tremblent sous la rame. L'esprit de noirceur est en nous, il est dans les poissons. Une souche lève en signe d'adieu une main blême. Des étoiles s'ouvrent parmi les lys. N'es-tu pas aveuglé par de telles sirènes sans regard? C'est le silence des âmes interdites. Bon, et pour terminer, bon, on peut pas en lire. Il y a presque 350 poètes, on ne peut pas les lire toutes. Je terminerai avec un extrait de Anna Akhmatova. Le poème de Sylvia Plath que je vous ai lu a été traduit par Valérie Rousseau, qui est une de nos meilleures poètes d'aujourd'hui et qui a obtenu cette année le prix Apollinaire. Anna Akhmatova, immense poète également. Les secrets du métier. Peu m'importent les bataillons des odes et le charme des fantaisies élégiaques. Dans un poème, je l'affirme, tout doit être inattendu, à la différence des gens, tellement prévisibles. Si vous saviez sur quelle balayure poussent mes vers, sans connaître la honte, comme un pissenlit jaune sous une palissade, comme la bardane et l'épinard sauvage. Un cri de colère, l'odeur fraîche du goudron, une indéchiffrable moisissure sur un mur, et déjà retentit le vers, si tendre, si fougueux, pour votre plaisir et pour le mien.
Voilà, merci. Oui, je voudrais parler de la poésie arabe quelques minutes à travers les temps et dire aussi que j'ai traduit pour cette belle anthologie, j'ai traduit plusieurs poèmes inédits de la langue arabe vers le français, et le choix aussi a été très difficile de sélectionner et de voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui deviendra classique, j'espère. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas de poésie féminine, il y a des femmes qui écrivent de la poésie. Nathalie Sarraute a dit quand j'écris, je ne suis ni homme ni femme. Donc l'écrivain n'est bien sûr, il y a quelquefois, on décèle quelques particularités de style ou d'écriture, mais parler de poésie féminine, c'est caser, marginaliser les poètes femmes et les coincer dans un certain lieu dans lequel on est un peu souriant, un peu sarcastique vis-à-vis de ces femmes qui écrivent des poèmes. Dans la poésie arabe, paradoxalement, dans une société aussi machiste et patriarcale, la poésie, les femmes qui écrivent la poésie ont été connues et reconnues depuis l'anté-islam. Elles étaient connues, respectées, elles avaient leur place dans les récitals de poésie, dans les salons des princes, etc. Elles étaient toujours reconnues et respectées. Elles ont eu peut-être en nombre, elles ne sont pas aussi nombreuses que les poètes hommes, mais elles étaient du même niveau et de la même qualité d'écriture. Qu'est-ce que je vais vous citer? Vous trouverez dans l'anthologie des poèmes de Al-Khansa, de Rabi'a al-Adawiya, par exemple, les poètes de l'anté-islam qui sont devenus des classiques au niveau du monde entier. Rabi'a al-Adawiya, qui est une soufie reconnue, après avoir eu une jeunesse de prostituée, elle est devenue une soufie, une ascète qui parlait de l'amour de Dieu. Puis, comme les poètes hommes, il y a eu un trou dans l'histoire de la poésie où pendant des siècles on n'a pas eu quelque chose d'intéressant, et puis ça recommence au XVe, au XVIe siècle en Andalousie où des poètes femmes libres, dynamiques se font reconnaître. Je ne citerai qu'un vers de Wallada bint al-Mustakfi, qui était princesse et la fille du calife al-Mustakfi, qui était fière et très fière d'elle, de ses écrits, fière de son sang, de sa noblesse. Elle a fait broder sur sa coiffe 2 vers qui disaient « J'avance, fière et altière ». J'avance l'allure fière et altière, j'offre ma joue à mon amoureux et mon baiser à celui qui le désire. Pour vous donner un exemple de la liberté de parole de ces femmes-là, ce n'étaient pas du tout des femmes qui vivaient dans un cocon fermé. Puis nous arrivons à la période au début du XXe siècle, à la période de la Nahda, où les femmes ont affirmé leur présence dans des salons littéraires. Elles ont affirmé leur présence en écrivant dans les journaux, en publiant des poèmes. Il faut dire qu'au début, elles n'avaient pas tant de courage, puisque quelques-unes ont pris des pseudonymes d'hommes au début. Par exemple, Meiziada, qui pourtant écrivait des poèmes en français,
a dû au début écrire ses poèmes sous un pseudonyme. Mais elles se sont affirmées surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec l'apparition, la création de la revue Cher au Liban, cette revue, ce mouvement qui s'est libéré de tout le carcan de la versification, inspiré par la poésie française, le poème libre français d'Aragon, d'Éluard et de René Char, et puis les poètes, hommes et femmes, ont commencé à écrire des poèmes libres. Et dans ce groupe, il y avait surtout Sania Saleh. Sania Saleh, qui était l'épouse d'un grand poète syrien, qui était elle-même poète et qui a participé à ce grand mouvement. N'oublions pas Nazik el-Malaika, qui était aussi parmi les pionnières de la poésie libre. Pour vous dire que les femmes avaient leur place dans la société et dans les milieux culturels. Paradoxalement, si on ne trouve pas de femmes dans d'autres domaines et dans d'autres milieux, dans la poésie, on trouve beaucoup de femmes et de femmes poètes, écrivaines qui ont quand même beaucoup de créativité. Bien sûr, ni dans l'anthologie, ni dans ma parole, on ne peut citer toutes les femmes qui écrivent. De la Mauritanie jusqu'en Arabie Saoudite, nous avons des exemples de femmes. Et les femmes au Koweït, par exemple, les femmes au Yémen ne sont pas parmi les plus timides et les plus modestes. Elles sont très présentes, elles affirment leur présence. Si nous avons le temps, je pourrais vous lire quelques poèmes. Il y a par exemple un poème de Ibtissam el-Mutawakkil, une yéménite, qui dit « Je ne suis pas femme tous les jours. Avec des lettres qui ne sont pas miennes, j'espionne les pensées indécentes, je fréquente des poètes qui ne me connaissent pas, je les informe avec indécence qu'aucune amitié n'existe entre nous. Je leur en veux parce que, peut-être, parce que ils n'ont pas souillé le blanc immense devant moi. Le blanc excite mon instinct chaque nuit, les rancunes sont flagrantes, le blanc me provoque. Donc, vous savez qu'au Yémen aussi, la meneuse de la révolution yéménite était une femme qui était très courageuse. Donc, pour vous dire que les femmes ont toujours été présentes partout dans le domaine poétique, et actuellement dans le domaine des révolutions arabes, nous voyons des femmes un peu partout, en Tunisie, au Yémen, en Syrie, en Égypte, les femmes qui mènent le combat. Et nous avons deux exemples de combattantes, militantes que vous allez entendre tout à l'heure. Voilà, pour dire un mot de la poésie arabe, qui est quand même très présente et qui est très affirmée, contrairement aux autres domaines que nous connaissons, où nous voyons la femme arabe en recul. Pour présenter les poètes qui nous accompagnent aujourd'hui, je voudrais dire qu'aucune d'elles ne se contente d'être poète rêveur. Il y a une philosophe, il y a une militante, il y a une cinéaste. Donc les activités des femmes poètes sont aussi très actuelles dans notre monde. Je voudrais, pour vous les présenter, j'ai choisi l'ordre alphabétique. Mais je voudrais d'abord présenter le musicien qui les accompagne, Pierre Blanchu, ce musicien qui a fait des études au Conservatoire de Genève. Il s'est initié à la musique et aux instruments persans, le zarb et le santour, et les instruments orientaux comme la percussion. Et il a une affection spéciale pour la poésie, puisque
presque toutes ses compositions, et ce qu'il aime faire, c'est travailler avec des poètes. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Donc, je commence par Aïcha Arnaout. D'abord, je m'excuse auprès d'elle pour les erreurs qui sont survenues dans sa présentation sur le site et sur la brochure. Ça, c'est les problèmes des ordinateurs où les lignes se mélangent. Aïcha Arnaout a publié de nombreuses œuvres en arabe et en français, dont Eau et cendre, Fragments d'eau. En collaboration, la traduction a été faite par Abdellatif Labi avec Alain Gorgius, La traversée du blanc, et dernièrement Nostalgie des éléments. C'est faux? Elle participe très souvent aux manifestations poétiques. Elle dirige l'association Revivre, qui aide et assiste les anciens détenus d'opinion. C'est une militante énergique qui travaille énormément pour la révolution syrienne. Je voudrais dire que sa poésie, pour moi, et souvent reste un mystère parce qu'elle arrive à allier les mathématiques, la pensée intellectuelle mathématique avec tout ce qui est sentiment et sensation. Alors je te laisse la parole, Aïcha. Je suis désolée, Alain, parce qu'on a fait le livre ensemble de La Fontaine, édition Almanar. Alain, il a fait le récit, c'est une nouvelle, et moi, je fais la poésie. Et la poésie a été encastrée dans le texte. Alors, pour La traversée du blanc, je l'ai écrit tout seul. La Fontaine avec Alain, après le reste ça va. Mais uniquement c'était ça qui, quand j'ai lu, ça me dérangeait parce que ça déformait toute l'information. D'autre part, en fait, l'association Le Revivre aussi, elle s'occupait avant et continue toujours de la réhabilitation des anciens détenus d'opinion en Syrie, mais avec la Révolution française, avec la Révolution syrienne, on s'est vu obligé aussi de s'occuper des réfugiés qui viennent en France dans des conditions très difficiles, et également aider les réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. Au début de la Révolution, j'ai commencé à écrire, mais je me suis sentie incapable d'écrire parce que je me suis trouvée dans une incapacité linguistique, et j'ai senti que les événements, ils sont arrivés en fait à une étape épique, et j'avais besoin vraiment d'une langue épique pour décrire, pour dire les choses, pour dire la révolution, pour dire le peuple. Et ça, je suis pas arrivée. Pour cette raison d'abord, j'ai écrit très peu, et pour une autre raison, que la plupart de mon temps a été prise par les événements, parce que je travaille aussi dans l'association et en même temps avec d'autres activistes. Alors j'ai choisi pour commencer un extrait d'un poème écrit. Ce que j'appelle le poème écrit, ce sont des poèmes qui sont écrits dans des conditions spécifiques, et je l'ai écrit pour la Syrie. Elle s'appelle Sans titre parce que je ne pouvais pas mettre un titre. Ne pleure pas, mélange le langage, si tu n'arrives jamais à décrire l'abject des mesures. Ne pleure pas, l'étincelle de l'espoir poursuit son chemin.
L'œil discret qui couronne les bras nous invite chaque jour à l'indescriptible parturition. Les processions rituelles continuent dans les rues de nos villes, où l'unisson est un flagrant délit, et nos noces mortuaires inaugurent la trajectoire de la lumière. Quelque part, dans le miroir cosmique, une image est grièvement blessée. Le monde ne regarde plus l'univers avec des jumelles. Le monde monoculaire s'accommode à son kaléidoscope dans un jeu d'ombres et de couleurs impudiques. Roulette russe, poupée chinoise et la danse des masques dans ce théâtre hybride. Ô forêt frémissante, qui ne cesse de réclamer l'inoubliable racine, ton destin est entre tes mains. N'attends rien du monde, le monde ne se voit que dans un miroir convexe. Ne compte que sur tes bras verts et sur les bourgeons de tes ailes. Le monde n'écoute pas le cri de ton sang qui coule, ni celui qui va couler. Mare, mer, océan, peu importe, devient le mot d'une sentence qui dissimule la compassion vicieuse. Le monde domestique les petits dieux d'ici-bas pour s'en servir et ordonne aux démiurges de l'enfer de faire l'affaire. Ô théâtre immonde, un peu de respect au pied du chemin de croix de nos enfants icônes, messagers de la liberté. Ô créature hypnotisée, un peu de reconnaissance envers ces offrandes de chair et de sang, immolées sur l'autel de ta vraie liberté. Je l'ai écrit en juin 2011. ما زلت وحيدا تعتنق شعاع شمسك. الغبار الأرضي يحشو بآلامك وسائده الوثيرة، يزين بأشلائك تنافسه في القاعة ذات الحدوى، حيث يريقون ماء وجوههم لغسل آثار القرابين على المذبح. فكم من ماء الوجوه عليه أن يراق، وفي كل ثانية ضحية بعد ضحية، شلو ممزق فوق شلو. العيون تتعامى، العين المتفجرة في محجرها وحدها تشهد. فكم هناك في الأعالي من أجرام ترتعش رعبا، وكم من الكواكب تشكر الكون لخلوها من هجين الوحوش والكواسر. ما زلت وحيدا تتنكب الكفن وتسير نحو حتفك المضاء، وكنت تعرف، وكان نداؤك المبحوح يدرك أن ارتداد الصدى سيكون دما فوق دم. دم ماء في كأس مقدسة لعشاء الأجيال القادمة. دمك المهدور يهدر تحت أنظار الصفاقة الدولية في هرولتها نحو سلالم العفن والمزاودات. بوصلة لا منطق تغطي وجه العالم، بينما وردة الرياح الأولى بين يديك تهديك في متاهة الغياهب إلى منابع النور. هاكم خريطة جسده، فازرعوا فيها دبابيس مآربكم الداثرة ومارسوا الدوس. مهما فعلتم سيكون وهما. جسده الأرض فوق مستوى أرضكم، فوق متناول أحلامكم الخنثى.
هاكم أسماء أعضائه، فمن يريد أن يتعلم لغة الحرية فليتقدم، ومن يريد أن يدلج جهلا في جهالة ستصيبه الحرية بالحبسة، عندئذ ستعجز عن لفظها شفاهه. ستكون لفظة محرمة لمن يتجاهل مكنونها، ثمنها ينبوعها تضاريس جراحها. ستكون جذر أبجدية السر الناطق في الحناجر المقتلعة التي ما زالت تغرد. جلادك متعدد الوجوه، جلادك المضاعف، جلادوك. العواصم تطلق ألعابها النارية سياطا من اللهب على جلدك المشرق، لكنك هنا وإكسيرك فيك، في خضاب دمك، لكنك أنت تعتلي مصيرك، تعلو على مصائرهم، تعلن مصير العالم. Pardon. Je passe maintenant à ma poésie en dehors de la Révolution. Les Ténèbres parfumées, c'est un poète dédié à Baudelaire et à Rimbaud. Chaque jour, au couchant, je descendais les paliers d'un éther étrange, enivré de l'énigme tellurique dans l'obscurité de la chair. Chaque jour, j'interrogeais le fond des miroirs. Saurait-on jusqu'à la déchirure des mots puiser l'insondable? Et vous voilà, sublimé à la dérive des abîmes, mutilé par la félicité perturbatrice, sourcier et sourcier. Comme un orage mystique, vous venez dévaster la chair de ma nudité intérieure, m'initier à l'éruption de la solitude basaltique, semer le vertige du dérisoire, dérouter le secret des mois chimériques, faire éclater la matière opulente et préluder au chaos de ma jeunesse, de démons déterrés et d'anges détrônés. Cruel et merveilleux enchantement, être éprise, corps à corps, de l'ultime énigme de l'être, d'avoir soif, de vouloir le pur et le pire. Oui, j'ai soif du grand miroir, où les navires s'engloutissent sans souffrir, où les objets démembrés, mythifiés à mi-présence, disparaissent à quelques pas du désir mnémonique. Dérive sublimatoire, savoureux étouffement sensuel et sensoriel dans l'ondulation environnante d'un monde liquide. J'ai soif de l'alchimie de la douleur, du dynamisme des mois partiels en perpétuel déplacement, s'incorporer, se mutiler, se dédoubler, s'abstraire en flots interchangeables dans l'innocent inachèvement protecteur, à l'écart du corps, avec le corps, sous ses divers déguisements. J'ai soif de l'absolu. Or et fer, deux masques lubriques de l'immaculée matière, paradis et enfer, deux scènes insensées, occultant un ailleurs promis. Soudain, tout déborde, bouillonne, fusionne comme à l'origine du monde. Tu n'y es que ce moi immédiat, fœtus dans ton ventre, mère de toi-même. Te voici devant tes propres ossements. Comment pourrait-on s'originer dans l'opacité hallucinante de la perdition? Être l'essence de l'errance, qui ne cesse de mourir pour ses propres cendres. Aller jusqu'au bout de déraison, échapper au labyrinthe de parenthèses et guérir les plaies de l'âme. Féroce déchirement,
parturition du verbe, illumination, rupture, étreinte, le goût clément du néant. Tout te conduit dans ce chemin magnétique, en quête de l'urne cinéraire qui porte ton nom, où tu pourras t'avorter et puis partir dans l'affection et le bruit neuf. Oui, j'ai soif de l'ivresse vertigineuse, de la rage dévastatrice, de la magie bleue, de l'aliénation qui assume atrocement le rompu, le fragmentaire. Mon cœur l'avait déjà touché, cet enfant voyant parsemé d'éclairs au milieu de notre béante cécité. Ce messager sans message, hormis la pureté de l'absolu. J'ai soif de délire imprévisible, du méta-existentiel, de l'audace de l'autre jeu, dans l'unisson de ce jeu multiple, à l'abri du plasma germinatif. J'ai soif du poème qui murmure « Je te pense, donc tu es ». J'ai soif de l'alchimie du verbe jusqu'au bout de l'intuition, pour un jour ou l'autre écrire le silence, noter l'inexprimable et fixer le vertige. Merci. Notre deuxième poète, Nazan Beghihani, kurde irakienne, vit en France depuis de nombreuses années. Elle est professeure de littérature française à l'université de Bristol en Angleterre. Elle est traductrice de Baudelaire et de T.S. Eliot en langue kurde. Elle est membre fondateur du réseau des femmes kurdes contre les crimes d'honneur. Elle est aussi l'éditeur en chef du Monde diplomatique en édition kurde. Malheureusement, elle a dû partir au Kurdistan pour des problèmes de santé de sa mère. Elle est remplacée par une amie comédienne, Marianne Oricoste, qui est aussi poète et qui nous lira 2 de ses poèmes. Les contes de ma grand-mère. À mon frère défunt, Koubad. Sur l'immensité de ton absence, une fenêtre s'est ouverte. Une fenêtre à la taille de la joie de se revoir. Une fenêtre à la taille des retrouvailles avec le passé, dans la sérénité des contes de ma grand-mère. La vie peut être un moment lilas entre une sœur et un frère, dans la chambre blanche des mots, devant la cheminée de ma grand-mère, à la chaleur de sa sagesse. Et elle disait, la vie peut être une attente douloureuse de l'amour ou du départ, de la naissance d'un rêve ou d'une dissolution dans la poussière. La vie peut être l'attente de la perte éternelle de quelqu'un et le début d'une fin, la fin d'un attachement, le commencement d'une habitude. La vie peut n'être qu'une habitude, l'habitude d'être ensemble ou d'être face au vide, l'habitude de l'absence et du visage froid des années, l'habitude d'une autre attente, l'attente de l'ouverture d'une autre fenêtre à la taille des retrouvailles, le temps d'offrir une clé avec la certitude nue de refermer les portes, une porte sur la distance, l'autre sur l'éclat du temps, une porte sur l'amour, l'autre sur la disparition des rêves, une porte sur la chambre blanche des mots, l'autre sur les « il était une fois » de ma grand-mère, une porte sur la cour que nous avons traversée, l'autre sur l'embrasure d'où nous sommes arrivés, et une porte
sur l'éternité de nos liens. Et puis, ma grand-mère disait, la vie peut-être n'est qu'une porte pour entrer et sortir d'ici-bas, une porte qui se ferme à jamais. Amour-passion. C'est seulement dans l'amour que le corps devient feuille et la tête violon. Ton être léger et lumière, tu ressembles aux notes de Chopin, au jaune de Van Gogh. Tu deviens tristesse intense, douleur qui ronge. Tu ressembles au rire enfantin et aux pleurs de deuil de ma mère. Tu deviens tout ce qui bouge, tout ce qui fuit, un tournoiement de derviches harmonieux, vertigineux. Tu ressembles à un duvet dansant et tu jaillis, cri assourdissant. Tu dépasses les frontières de ton corps et celles de l'unité, les frontières de la solitude et celles de volupté, les frontières de la souffrance, celles de la sagesse et celles de l'égarement. Tu es le tourbillon. Tu n'es plus ici ni ailleurs. Ô mon semblable, vers où te diriges-tu sur ce territoire soyeux de l'absence? Notre prochaine poète, Siham Bouhlal, marocaine, née à Casablanca, installée en France depuis 25 ans, titulaire d'un doctorat en littérature de l'université de Paris-Sorbonne. Elle est poète, elle se consacre à la traduction de textes médiévaux, à l'écriture et à la traduction de la poésie. Elle participe très souvent au festival de poésie en France, en Italie, en Allemagne, et souvent ces recueils de poésie sont accompagnés par des dessins d'amis, Françoise Romer, Maï Benibine. Voilà, je vous laisse la parole, Siam. Merci beaucoup. Merci à l'Institut du monde arabe, à Mati Kabbel, de m'avoir invité, à Iran et à Rania Samara. Même si je ne suis pas dans l'anthologie, donc vous voyez, Monsieur Ray, il y a d'autres femmes qui écrivent, comme vous l'avez dit. Donc j'ai choisi un bouquet, et donc un poème de chaque recueil publié, ou presque, et avec un recueil inédit à la fin. Okay. Pratiquement tous publiés chez Alain Gorius, qui est là ce soir et qui est toujours là. Je voudrais le remercier aussi. Femme qui en ce corps demeure, montre-toi, mon bien-aimé, quand ses yeux soient ton reflet, quand son souffle soit ton parfum, que tes caresses dessinent tes formes. Lui seul possède ton secret. Je suis le sol qu'il foule, la brise qu'il respire. Mon amour est un jardin qu'on déroule à l'infini. Tapis de tissage divin, sur le rythme de ses pas, mon cœur exécute sa danse, son souffle entraîne ma chevelure, gorgée de henné et de miel. Tracer des courbes pour trancher ce temps qui est le mien, ce temps qui prépare ma chute et la guette, nous mon souffle, ce temps qui t'est étranger, je le vois sans toi comme un champ de tournesol, prêt à être cueilli, je le vois, qui s'arrête, qui jette son immobilité sur mes membres et dresse un épouvantail face à mon regard, je le vois sans rire, sans sanglot, le poumon perclus, le cerveau vidé de son sel. Où est le monde? Pourquoi ne parle-t-il plus? Quel sommeil s'est emparé de lui en ton absence? Et mes doigts ne savent t'écrire le bonheur
que sur ton corps, et ce temps ne plie qu'à ta présence, et ce temps, qu'a-t-il à faire mon corps? Transparence. Qui m'enseignera comment l'on troque l'amour contre la jouissance, comment d'un nouveau corps revêtu l'on se relève d'un lit, laissant l'ardeur et le frisson se dissoudre dans ses replis, comment l'on suit trait par trait pour l'effacer, la passion portée comme un visage. Qui m'enseignera comment regarder un chemin clos comme une étendue, comment l'on devient glaise qui à la flamme ne durcit. Les secrets de l'univers, pourquoi sont-ils transparents lorsque ta paume, tes doigts mesurent ma paume, mes doigts, et lorsque ta main étreint ma main, pourquoi Hiram surgit-elle à l'horizon de notre chemin, soufflant sur Paris, ombre et musc creusant ces siècles profonds? Elle nous tend un miroir où dormant en une même couche depuis avant le temps. Comme un jaillissement des ténèbres, tu allumas un feu au ciel, à la mer, au centre de la terre. Tu coulas lumière sur mes obscurités, injecta la vie dans ce cadavre qui se délitait en moi. Comme un jaillissement, tu pris ma fougue ensevelie et la lança sur moi, arracha mon cœur au cœur du vide et l'afficha dans ma poitrine. Comme un jaillissement des ténèbres, tu plus de l'encre sur mon souffle et redessina ses formes. Comme un jaillissement des ténèbres, tu jetas 2 dés dans les airs et donna des yeux à mon regard. Comme un jaillissement des ténèbres, tu tiras une chevelure de l'infini et retraça mes veines. Comme un jaillissement des ténèbres, tu portas ta bouche à mon baiser et lui fis retrouver ses lèvres. Comme un jaillissement des ténèbres, tu dérobas 2 galets à la lune et posa 2 pointes sur ma poitrine. Comme un jaillissement des ténèbres, tu surgis et bus le ruisseau qui coula de mon sein. Elle gisait sur le sol, exténuée de désir. Le désir tressait ses entrailles, multipliait leur complexité. Désir neuf et ancien, coulant comme source d'avant les 7 jours du Créateur, lent et épais. Soulevait son âme et la reposait sur une terre de braise. Le désir confondait son cerveau et tamisait ses cellules, dispersait dans son sang les éléments et les faisait se réunir à nouveau. Décharnait ses os, les soufflait poussière dans son cœur et les ranimait neufs et brillants. Exténuée de ce désir sans fin, elle se tordait, les paupières retombaient, rideaux qui ne s'ouvraient plus. Elle entendait la respiration accélérée de ce corps penché sur elle, des gémissements, des soupirs, des cris, bref, cadencés. Elle demeurait immobile, paralysée de désir. Des gouttes de sueur pleuvaient sur son visage, roulaient sur son sein, se déversaient même dans sa bouche, close pourtant. Elle gisait sur le sol, exténuée de désir, défaite de son corps, il continuait à se faire. Hors d'elle, les seins poussaient encore, se dressaient, les courbes s'étoffaient, et les lèvres gagnaient plus de chair, rouge saillant, sa chevelure poussait sous ses reins, ondulait, le galbe de ses fesses se précisait, des sons luxurieux s'élevaient de 2 corps, l'un ouvrier, l'autre incapable de se mouvoir, incapable d'autre chose que de grandir dans son propre désir. Je suis la voix étrangère à moi, la solitude dans le sentiment. Je cherche, ne me console d'aucun amour. Je suis exilée de tout et de moi. Je ne force même plus le destin, j'y crois un instant, ma foi me déborde. Je prends ma quête pour un pays, j'ouvre les yeux. La joie est toujours quelques pas devant moi. Je m'épuise, échafaude des arguments. Je suis l'étrangère à moi, aux autres. À l'amour, mon credo m'est inconnu. Seul le poème est certitude.
J'aime pour écrire, je casse la plume et pars au dernier mot. Je m'accroche au brouillard, croise au mirage. Je nage avec assiduité, je bats l'eau longtemps. Ma foi s'accroît, je garde les yeux et le cœur ouvert. J'abandonne mon corps à l'amour et le regarde, je débute l'histoire. Je la cache dans mes entrailles. Je suis ivre et douloureuse, je guette l'absence, si elle le manque. Je ris aux éclats, je me crois familière à moi, à l'amour. Je marche à ses côtés, lui prends la main. Je parle d'amour et de jouissance et de bonheur même. J'aime de toute ma foi. Je soumets mon corps, cela ne dure que le temps de cerise ou de lys. Je suis l'étrangère à moi, aux autres, l'étrangère de l'amour. Personne ne frappe à ma porte. Ou si cela arrive, je ne réponds pas. Tout m'est étranger, sauf le poème. Me voici abattu à nouveau, ramené en exil. Me voici vide, vomissant le sang, parvenu à milieu d'utopie, ne regardant rien, sans aucune foi, ne parlant plus aucune langue. Une seule voix m'habite encore, c'est celle du poème. جاءت معذبتي من غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق قلت نورتني يا خير زائرة أما خشيتي من الحراس في الطرق قالت ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق قبلتها قبلتني قالت قبلت خدي فلا لا تبخل على عنقي. Safa Fathi, ma voisine d'origine égyptienne, elle est poète depuis de longue date, elle est surtout aussi essayiste, elle est cinéaste et elle est directrice d'un programme de philosophie au Collège international de philosophie. Elle a plusieurs recueils de poèmes, surtout elle a fait un film avec le grand philosophe français. Je pense que c'est le seul film important sur Derrida, qui s'appelle d'ailleurs Derrida, poème visuel, et elle a écrit de nombreux recueils. Voilà, elle va nous lire un poème en arabe, un ou deux, je ne sais pas. Et Monsieur Lionel Rey a bien voulu lire ses poèmes en français. Je vais lire deux poèmes. Bonsoir surtout. Et merci d'être venu. Et ça a l'air facile, mais ce n'est pas si facile que ça, de saluer la lutte des peuples syriens, égyptiens, yéménites et tunisiens, en ce moment même où il y a des centaines de milliers de morts qui tombent chaque jour. Il y a la jeunesse, elle est complètement assassinée, torturée. Il y a des viols systématiques en Égypte. Il y a des viols systématiques en Égypte organisés. Il y a la même chose en Syrie à une bien plus large échelle. Donc j'y salue vraiment le sacrifice, se peut dire, le sacrifice de ce peuple, parce qu'on appelle la liberté. Au moins l'idée dont on a de la liberté. Je ne peux pas lire en français, je ne peux pas lire la poésie en français. J'ai quelques 6 ou 7 recueils de poèmes. Ça, c'est le dernier en date. Je vais lire un extrait de ce dernier en date qui s'appelle « Non dans une bouteille à la mer », qui a été traduit en français en partie par « Non à la mer », et un recueil qui, en cours d'édition qui s'appelle « Une révolution et un mur qu'on traverse ». Alors, le premier extrait de ce livre « Non d'une bouteille à la mer ». سأحمل إمضاءك تحت الجلد وربما
سأجلس بين الزهور نهارا وأحيا خلف هذا الباب ليلا الذي أوصدته على عبارتك: الصفا والمروة بئران أو عينان أو هوتان أو قريتان أو صفحتان أو خطابان أو خطوتان أو مركبان أو تفاحتان أو عازف قيصارة جلس على ضفة تحميها سوسنة سوداء يستدعي إلى لسانه قصة الكابوس الذي أتاه حين كان يجلس القرفصاء في مولد الحسين وتأمل السلوة القديمة وعلب السجائر الفارغة والنائمين على الحشائش والمرتلين والبائعين والمدخنين، حين تساءل: ولما امتدت هامة الشجيرات؟ ولما رفلت النساء أسفل الوريقات؟ ولما نثرت الماس على سطح الماء؟ ولما شربت وأكلت وتهيأت للعبور على الجسر الوردي ورأيت المعبد الذهبي ولعقت قطرات الندى من على أوراق اللوتس واختلست النظر إلى امرأة تنسج ثوبا في عقر دارها وقلت: لا لا لا، عندما كنت لا تهتم بالعصيان، حين كانت فلسطين تهرب إلى نفسها، حين كان الولد في بيت لحم يتسلق أعمدة الكنيسة وكان النبيذ يسيل مع الخبز في المخيمات، وهذا دمي فاشربه وهذا جسدي فامضغه قطعة قطعة، هل لك أن تهضمه؟ وهذا رأسي فادفنه أو ازرعه، ولا تنسى أن الأنهار قد قطرت ضفادع بأمر موسى، وأن إصبع الله لا يدع ساحرة تعيش. Bon, je vais rester assis, excusez-moi. Non, non dans une bouteille. Je porterai ta signature en dessous de ma peau, et peut-être je m'assiérai de jour au milieu des fleurs. Vivrai-je de nuit derrière cette porte où j'ai enfermé ta phrase? Safa et Maroua sont deux puits, deux yeux, deux bas-fonds, deux villages, deux pages, deux lettres, deux pas, deux barques, deux pommes, ou un violoniste assis sur un rivage protégé par des iris noirs, rappelant à sa langue le récit du cauchemar qu'il eut alors qu'il était assis à croupeton lors du mouled de Hussein, et il considérait l'ancienne consolation, les paquets vides de cigarettes, les endormis sur l'herbe, ceux qui psalmodiaient les vendeurs ambulants et les fumeurs, et il se demanda pourquoi la cime des arbrisseaux s'élevait, pourquoi les femmes faisaient traîner le bas de leurs robes sous les feuilles, et pourquoi tu as éparpillé les diamants à la surface de l'eau, pourquoi tu as bu, manger et être préparé à traverser le pont rose. Et j'ai vu le temple doré, j'ai lapé les gouttes de rosée sur les feuilles de lotus. J'épiais une femme qui tissait une robe dans le patio de sa maison, et j'ai dit non. Non, non, quand tu n'en avais cure de la désobéissance, quand la Palestine retournait à elle-même, quand l'enfant escaladait les colonnes de l'église à Bethléem, quand le vin versé et le pain étaient dans les camps. Voici mon sang, bois-le. Voilà mon corps, mâche-le, morceau par morceau. Peux-tu le digérer? Et voici ma tête, enterre ou plante-la. N'oublie pas que les cieux, sur ordre de Moïse, ont débordé de crapauds, et que le doigt de Dieu ne laisse aucune sorcière vivre. Ça, c'est le deuxième poème et le dernier.
Donc un recueil en cours d'édition qui s'appelle Une révolution et un mur qu'on traverse. يوم جاء بأحداث مجلس الوزراء على البحيرة يحمل في ليله صوت النافذة والريح. أنا التي تعلمت الحياة نسيت كيف تعيش. أمامي ماء أزرق وقلق بلون الساعة التي أحملها على معصمي. الرسائل التائهة تجدني أكتب لكم من قارب يعبر من شاطئ لآخر عالم النسيان. نسينا أن كان هناك غازا يفتك بجلودنا في الخريف. نسينا في الشمس أن هناك من نفقوا في الهواء وعلى رمل الصحراء وكانوا يطببون الجروح. أن هناك من تقشرت جلودهم عن وحوش. أن الكتاب الذي حرق ثم أغرقه ماء بين اليدين تفر من صفحات النقاط. أمطرت السماء ليلا ارتديت العدسة قناعا ضد الغاز. تراكم هواؤه في صدري فأفرغته كحقيبة تنفض ما فيها على الأرض. كان كل نفس ملقى على الأرض يحمل ألوانا هلامية حمراء خضراء صفراء سوداء. والهدير كان صوتا دون ماء يستقر كهالة أو كذكرى أيام نوفمبر. تلك الأيام التي انزوت فيها القاهرة في شرنقة كثيفة. نزل فيها مطر رمادي غزير على شعري. كنت أنطوي في سراب ثورتي من الماء في شرنقة نوفمبر في محمد محمود الذي أصبح شارعا للعيون. في الليل حلمت بك يا أبي تبتسم وأنت في زي الضابط الذي كنته وكنت ضابط السجون. تأتي بالعهد إلى سحنتك لتضيء رايتك وتصلي. سمعتك تقول يا ابنتي تعالي إلى بلدك واغزلي من خيوط الشرنقة ثوبا ترتديه. لا يهم لونه والرمادي فأنت رماد ولا يهم مطره والغاز فالطين قادم لا محالة. أما قلبك فهو مظروف في صندوق ربما لن تفتحيه هناك والشارع له جناح. ريشه جاء من مكان قصي والملح كثبان وفي الرمل طريق لك. وكأنك لم تغادرين وكأنك لم تولدين إلا هنا وكأنك لم تنامين إلا في سرير واحد يرحل معك أينما تذهبين. Le jour qui a fait revenir les événements du Conseil des ministres sur le lac. Il porte dans sa nuit le vent et le bruit de la fenêtre. Je suis celle qui a appris la vie et a oublié comment vivre. Devant moi, une eau bleue et une inquiétude à la couleur de la montre que je porte au poignet. Le courrier perdu, peut-être me trouvera-t-il. Je vous écris d'une barque qui traverse d'une rive à une autre le monde de l'oubli. Nous avons oublié qu'il y a là-bas un gaz qui en automne ravageait notre peau. Nous avons oublié au soleil qu'il y avait là-bas des cadavres dans l'air et sur le sable du désert de ceux qui avaient pansé les blessures. Il y en avait dont la peau épluchée révélait le monstre. Je suis le livre brûlé que l'eau a englouti. Entre les mains, orphelins de mon corps, perlaient ses gouttes. J'ai noyé la fuite et la lentille était un masque contre le gaz. En ma poitrine, votre air s'est concentré tel un sac dont j'ai vidé le contenu sur le sol. Chaque souffle étendu par terre avait 1000 couleurs en gélatine, rouge, verte, jaune, noire, et la houle avait un son sans eau qui se donnait comme une aura, comme un souvenir des journées de novembre. En ces journées, le Caire
avait disparu dans un cocon épais. Une pluie cendrée et abondante tombait sur mes cheveux. Fuyant la pluie abondante, je me réfugiais dans ma révolution. Dans le cocon de novembre, rue Mohamed Mahmoud, devenue la rue des yeux, et j'ai rêvé de toi, la nuit, souriant, ô Père. Tu portais l'uniforme de l'officier que tu étais, officier des prisons. Tu portes le serment sur tes traits pour les illuminer, et je te vis prier et t'entendis me dire « Viens, ma fille, viens à ton pays et file avec les fils du cocon un vêtement que tu porterais. N'importe sa couleur cendrée, tu es cendre. Et n'importe la pluie et le gaz, la boue viendra. Quant à ton cœur, il est encapsulé dans une boîte, tu l'ouvriras. La nuit a des ailes, ses plumes. Il vient d'un lieu lointain et le sel est tassé en monticules et le sable est le chemin devant toi, comme si tu n'avais pas quitté la vallée, comme si tu n'étais né qu'ici, comme si tu n'avais dormi au cours des années que sur un lit qui part où tu vas avec toi. La traduction est de Hadi Jebnoun qui est ici et donc je le salue. Voilà. Hala Mohammed, poète syrienne, est installée à Paris depuis 2 ans, mais auparavant, elle avait fait des études de cinéma à Paris. Elle est par ailleurs journaliste. Elle a réalisé 5 films documentaires. Elle est auteure d'au moins de 6 recueils. Le 7e est en cours d'impression. Elle est aussi secrétaire de l'association Noria pour les échanges culturels syriens, français, européens. Voilà, je te laisse la parole. Ça y est, Rania, je suis tombée. فراشة حطت على كفي هذا الصباح حمولة الألوان تهمتها Un papillon ce matin s'est posé sur ma main. Les poids des couleurs lui a été imputé. J'ai écrit ce poème en mars 2011. Ce papillon représente pour moi le peuple syrien, ce peuple qui s'est soulevé en mars 2011 avec courage pour défendre la justice et la liberté et pour instaurer un État civil non militaire et non religieux, un État de citoyenneté égalitaire dans un pays où une mosaïque de cultures et de peuples ont toujours cohabité en paix. Le papillon s'est envolé pour défendre les couleurs riches, intenses et profondes de la Syrie. هذا الصباح لم يستيقظ الأزرق ولا حمزة أفاق. هذا الصباح لم يستيقظ الأزرق ولا حمزة أفاق. En juin 2011, le régime a tué l'enfant Hamza al-Khatib de 13 ans à Daraa. Ce matin, le bleu n'est pas réveillé. Hamza al-Khatib non plus.
En hommage à la diaspora syrienne, actuellement on compte 1 million de réfugiés. Dialogue entre un papillon turc et une petite réfugiée syrienne. Le papillon. Je suis turc. Et toi? La réfugiée. Moi. Le papillon. Ta patrie. La réfugiée. Ma maison. Le papillon. Quel âge as-tu? La réfugiée. Je suis morte il y a 7 jours. Le papillon, tes voisins, la réfugiée, les fleurs des champs à Jisr el-Shourour. Il le demanda, et ta mère? Elle tourna les yeux vers les tentes blanches, vers le néant, vers la lumière glaciale, vers le linceul. Les réfugiés n'ont pas droit à l'histoire ni à la géographie. Elle se tourna, elle se retourna. Elle grandit. Elle eut des cheveux blancs. Elle montra du doigt un pays tout proche, droit devant elle, derrière la frontière. Son ciel est bleu, sans limite. Elle épela son nom, lettre par lettre. Embrassa son nom, lettre par lettre. Elle se pencha, embrassa le rivage de sa terre. Elle dit: la Syrie. Le bonheur pourrit dans ma poitrine, pareil aux fruits, pareil au silence. Merci. Je voudrais remercier Rania Samara qui a traduit mes poèmes. Amina Saïd est née à Tunis, où elle a commencé très jeune à écrire de la poésie en français. Après des études de langue et de littérature à la Sorbonne, elle publie une quinzaine de recueils et 2 livres qui ressemblent aux contes de Tunisie. Ces poèmes sont traduits en plusieurs langues, notamment en espagnol et en anglais, et ils sont présents dans de nombreuses revues et anthologies. Elle a traduit notamment de l'anglais les œuvres de l'écrivain philippin F. Sionil José. À vous la parole. Un jour inattendu de la semaine, nous marcherions à côté de la page et du silence de cette page. L'éclair qui ouvrirait nos yeux interrogerait le premier enfant venu. Nous dirions alors ce que nous savons du réel qui affronte un autre réel et en arrache des lambeaux. Personne n'est à l'abri du sang, des souvenirs, ou du présent ou de l'avenir, ni de l'erreur que la lumière condamne. La révolte est une pierre dans la main lapidée de l'espoir. La dignité du pain se dévoile dans la réalité de l'épi. Le présent saigne entre les lignes.
Chacun sait qui est à l'origine du désastre et qui ne l'est pas, et qui sera pendu par les cils au balancier métallique de la nuit. Nous aurons déshabillé la nuit des lambeaux de ses songes. Nous serons allés où l'horizon nous appelait. Octobre enlisé dans les sables, interpréter la voix errante du silence. Car un lieu peut être une expérience dont nous ne cessons de renaître dans l'éternelle surprise de naître. Et renaître est cette expérience qui nous relie à l'épaisseur du monde. Nous aurons mis des mots à dissoudre dans l'eau des commencements pour en boire l'encre assoiffée. Nous aurons semé des grains de sel que le feu picorait. Nous aurons tissé une toile de légende à l'entrée de la caverne de toutes les légendes. Nous aurons ouvert une parenthèse dans l'ordre qui fait saigner le jour et déserter la nuit. Nous aurons rédigé un épilogue à nos vies lorsque nous nous serons vus au bord du soleil. Je me souviens de quelque chose comme une lumière inflexible qui ferait la chronique des matins. Quelque chose comme un fruit de lumière acide, soleil dans la paume retournée du ciel d'où rayonne un feu de cygne. Soudain, dans le jour déclinant, l'air bleuté se pose sur le bleu immuable du souvenir. Je me souviens de quelque chose comme un éternel et jeune été incendié d'étoiles, archipel d'astres lyriques. Une lueur opaline sur les terrasses chaulées de la lune dissipe les ombres. Les citernes de la nuit demeurent hantées par d'obscures frayeurs d'enfance. Je me souviens de quelque chose qui serait comme des sourires de femmes en visite, posant des plats de fête sur la table du monde. À même les murs blanches dénombrent les mains de sang, et d'un pot planté de basilic surgit la mémoire intuitive. Comme l'huile blonde, le temps limpide est entreposé dans le ventre des jarres. En route vers l'île enchantée des mots, une barque rêveuse parcourt les pages de la mer. Peut-être s'agit-il d'un jeu où laisser mûrir le silence, la voix répondant à elle-même, une absence de voyelles au bout des phrases. Si long fut l'exil du jour, qu'il se confond désormais avec la nuit. Désarroi des saisons empilées comme des vertèbres. Le temps des rumeurs est revenu, temps des refus, des peurs, des agressions, des haines entretenues. Les fils dévorent les mères, les enfants ne comptent plus leurs doigts, les oiseaux quittent les corps. Sur les trottoirs pavés d'yeux et de mauvais présages, les femmes sont lapidées avec les pierres de leurs seins. Dans les terrains vagues du présent brûle l'herbe de la colère et les rêves avortés. Nous ne savons plus où est notre nord, notre sud. Nous entrons dans le silence du cri. Nous aurons des bouches multiples pour semer des paroles verticales. Nous serons le nom et la chose, et l'enfant des matins heureux, ressuscité des décombres et des cendres de sa maison. Nous serons l'oiseau rescapé de son cri, lorsque s'efface un monde après l'autre. Nous serons le soleil, dont le sang alimente le soleil, et qui pèse les astres dans la balance de l'infini. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'étranger.
Nos rues ont pris les armes et nous voici le visage brûlé par le feu des hommes, le feu des arbres et celui des moissons. Ce pays ne nous ressemble pas, nous ne savons que lui dire. Nous préférons le chant sauvage de la mer qui nous rapproche de la perle de l'horizon. Et l'étranger a dit, m'égarant parmi vous, je me cherchais moi-même, et vous cherchant, je me trouvais moi-même, et dans les jardins du silence, je retrouvais les miens. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'oiseau. Nous avons étudié les cartes de la terre, et nous voici entre un mur de béton et des routes qui ne mènent nulle part. Cette terre ne nous rassemble pas, nous ne savons que lui dire, nous préférons le dialogue avec l'ange. Et l'oiseau a dit, l'horizon a reculé jusqu'au soleil, et le rameau renaîtra de la branche quand s'éteindront les feux passagers de la terre. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'ange. Nous conservons en nous les images anciennes, car le présent ne nous ressemble pas, nous n'avons rien à lui dire. À la rumeur du présent, nous préférons le langage secret du cœur et dialoguons avec ce qui n'a pas de nom. Notre dernier poète pour ce soir, Nouhat Salamé, poète libanaise francophone, auteur de nombreux recueils. Elle a reçu le prix Louise Labbé en 1988 et le Grand Prix de la poésie de la Société des gens de lettres en 2007. Elle est actuellement membre du jury du prix Louise Labbé. Ses poèmes ont été traduits en arabe, en espagnol, en roumain et en serbe. Le célèbre poète, écrivain, dramaturge Georges Chehadé voyait en elle une étoile prometteuse du surréalisme oriental. Je vous laisse la parole. Je parle d'un pays parfumé à la cardamome, sucré de pluie, mariné dans le soleil. D'un pays qui de mots invente 1000 royaumes, comme ces lacs sauvages en voyage au fond des tarots. Je parle d'un pays où les mères font connaissance sur les bancs des églises, sous les fraîches coupoles des mosquées, et dessinent les voies lactées de la voyance. Je parle d'un pays où les enfants survolent les oranges à l'heure où la lune est pleine et se répandent en cœur d'artichauts dans l'appel de leur mère. Ici, les filles dansent leur mort dans le mar de café et ne retiennent que le langage des abricots au moment où les madones, aussi chaudes que les granges et les averses de juillet, respirent en leur corsage riveraine des hauteurs et des vergers aquatiques. Nostalgie de la durée. Ce temps composé de fragments d'éternité, lorsque tu implosais en 1000 rayons de fruits, ce temps mitoyen et distant, pareil aux grilles du désert, où l'on attache les chevaux de l'eau aux pieds en flammes.
ce temps de presque rien où tu vivais de fines embrasures, d'un brin de matin, d'un souffle de feuillage, fraîche vocalise dans la gorge. Ce temps de nul temps, sans repère ni boussole, où tu mourais de morsures de fleurs en plein poumon, du chagrin de l'abeille, d'une griffure d'oiseau de sel à même la joue. Ce temps couleur de vent, tu voudrais l'emporter, amarré à ta chair, quand tu iras dormir dans un lit de cendres, semblable aux persécutés, sans face ni profil. La voyageuse de minuit, celle venue d'Orient, escortée de ses phénicies, ses alphabets et ses dieux d'outre-ciel, arbore la fracture de la terre et la déchirure de vos regards. Celle surgit des vergers d'Ève avec ses oracles, ses nostalgies douloureuses et la fureur des songes, progresse d'un pas de désert vers le centre, où se concentrent l'exil et la mémoire de la rose. La voyageuse de minuit qui pose ses ailes sur vos aubes, tout entière, tannée par les couchants, incante en vos sommeils un champ d'espace, par excès d'errance et appel d'air. Merci. Pour terminer, permettez-moi de vous lire un petit extrait d'une poète du Bahreïn, puisque les pays du Golfe et de l'Arabie saoudite n'ont pas été représentés avec nous cette soirée. Hamda Khamis a écrit un poème qui s'appelle « Céder le passage aux femmes », qui convient très bien aussi au thème de la soirée. Vaste est l'espace et ample la main de Dieu. La planète va d'un déclin à l'autre, tandis que vous demeurez derrière les murs, chuchotant à la nuit en silence, relevant les seuils à la pointe du jour. Levez-vous, levez-vous, femmes de la terre, crème des créatures, levez-vous vers la blancheur, façonnez le pain des poèmes, allumez la lampe des contes, tissez la parole transparente comme un gemme, blessante comme une lame, traversez le fleuve de l'écriture vers la rive de l'existence. Chaque corps est un monde, chaque poème est une femme est une langue. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et je vous dis que si vous voulez acquérir l'anthologie, les poètes ici présentes seront heureuses de vous le signer, dédicacer. Merci à tous et toutes.